Bonsoir à tous. Voilà, on se retrouve ce soir pour le deuxième volet de nos révisions pour l'écrit, pour le bac de français qui va se passer jeudi, mais vous devez bien le savoir là si vous êtes en train de me regarder. Hier, je vous ai parlé de la méthode du commentaire composé et nous avons vu un exemple ensemble. C'était un poème. Et puis aujourd'hui, je vous parle de la dissertation. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire une dissertation ensemble, ça durerait un peu trop de temps, mais je vais vous donner les grandes règles à appliquer. Je vais parler du programme aussi, des parcours associés, et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà. Donc, d'abord, pour la dissertation cette année, ce qu'il faut savoir, à cause du Covid et de la réglementation qui a été mise en place pour les épreuves, donc c'est qu'à l'écrit, vous aurez 3 sujets de dissertation au choix. Il y aura donc à l'écrit, là je parle pour les séries générales. Demain, je m'adresserai aux séries technologiques. Donc pour les séries générales ce soir, eh bien vous aurez jeudi devant vous comme sujet 5 sujets possibles. 2 commentaires au choix, 3 dissertations au choix. Donc en fait, il y aura 5 sujets et vous en choisirez bien sûr un seul parmi les 5. Mais au niveau dissertation, d'habitude, il y en a 2. Et puis là, vous en aurez 3. Vous imaginez bien que le gouvernement a décidé ça pour vous aider. Donc les 3 dissertations vont porter sur 3 objets d'études différents. Donc ça peut être le roman, la littérature d'idées, ça peut être la poésie, et il y a le théâtre aussi. Je pense vraiment qu'entre les 3 dissertations et les 2 commentaires composés, vous allez vraiment couvrir tous les objets d'études. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas tout étudié dans l'année, je pense que vous trouverez un sujet qui vous conviendra. En ce qui concerne donc la dissertation, vous savez qu'avec le nouveau programme, qu'il s'agit de dissertation sur œuvre. Donc en fait, vous aurez 3 sujets et chacun d'eux sera présenté avec un libellé, ça peut être une citation ou une question, et qui vous proposera d'y répondre en vous appuyant sur une des œuvres au programme. Et effectivement, vous la prendrez uniquement si vous avez étudié cette œuvre au programme. Par exemple, si vous avez une dissertation qui vous demande de travailler sur la princesse de Clèves, c'est que vous l'avez lu et que vous l'avez étudié, donc vous pourrez choisir cette œuvre à traiter. Et puis ça peut être sur les autres objets d'étude et les autres œuvres intégrales. Voilà. Mais sachez que vous n'allez pas puiser vos exemples uniquement dans cette œuvre intégrale. On vous demande aussi de vous appuyer sur les textes du parcours associé que vous avez pu étudier. Alors, par exemple, quand vous êtes, là j'étais sur la princesse de Clèves. Quand vous êtes sur la princesse de Clèves, le parcours associé, c'est individu, morale et société. Donc, forcément, en classe avec votre professeur, vous avez lu peut-être des œuvres cursives autour de ça. Et je vais vous donner des exemples. Ou bien aussi des textes et un groupement de textes. En tout cas, vous savez que les problématiques de cette dissertation, ça tournera autour de la morale, et quand on pense à la princesse de Clèves, c'est autour de la vertu, la raison plutôt que la passion, les liens entre l'individu et la société, les apparences dans la princesse de Clèves sont très 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 importantes à cette époque-là, au XVIIe. Et donc, forcément que dans le parcours associé, vous avez abordé des thèmes qui y ressemblent. Alors, on me dit, il n'y a que 2 sujets de disserte, madame, pas 3. Alors oui, mais ça, c'est dans un contexte normal. Cette année, vous avez le bac 2021, et il y a eu le Covid, il y a eu des profs absents, et vous avez manqué des cours. Donc, il y a un réaménagement des sujets, et vous aurez non pas un commentaire, mais 2, et pas 2 dissertations, mais 3. Je le répète parce que là, il y a des questions. Et donc, vous aurez plus de choix cette année. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un réaménagement. Donc, vous aurez beaucoup plus de choix. Donc, j'en étais à mon parcours associé dans lequel vous devez puiser d'autres exemples. Quand vous allez avoir le sujet sur l'œuvre, vous allez utiliser tout ce que vous avez fait dans l'année autour du parcours associé. Et on vous dit aussi, vos lectures personnelles.
Bien sûr qu'au plus il y en a, c'est mieux. En général, si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous ne prenez pas la dissertation parce qu'il faut avoir lu un peu plus que simplement les œuvres au programme. Voilà. Alors, par exemple, dans les parcours associés, quand on a lu La Princesse de Clèves, en général, c'est intéressant d'avoir lu La Princesse de Montpensier. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le même auteur, Madame de Lafayette. La Princesse de Montpensier a été écrite avant. C'est une nouvelle. C'est beaucoup plus court que La Princesse de Clèves. Et ça n'a pas eu un grand succès à sa sortie. Mais ensuite, avec le grand succès de La Princesse de Clèves, on s'est remis à lire La Princesse de Montpensier. Ce qui est très intéressant avec La Princesse de Montpensier, c'est que elle cède à la passion. Elle est amoureuse du duc de Guise, même si elle est mariée au prince de Montpensier. Et elle va succomber à la passion. Mais elle mourra de chagrin également, parce que cette passion sera dévastatrice et qu'en fait, le duc de Guise va l'abandonner à la fin. Et vraiment, il y a une morale dans cette nouvelle qui est qu'il faut se méfier de la passion et de l'amour. Et Madame de Lafayette en était elle-même persuadée au XVIIe siècle. On retrouve des citations dans ses lettres, dans ses correspondances qui le disent. Et justement, c'est important de voir que dans ses romans, elle a véhiculé ces messages du XVIIe siècle. Elle était janséniste et donc elle suivait une rigueur catholique très forte. Voilà. Mais ça, vous devez le savoir si vous avez lu tout ce qui tournait autour de la princesse de Clèves. Alors voilà pour les textes autour. Mais vous pouvez aussi citer des textes qui vont tourner autour du 19e siècle, tous vos textes, tout ce que vous avez lu. Parce que la dissertation, donc, elle est sur l'œuvre, mais c'est intéressant aussi d'apporter d'autres exemples. Et ce sera attendu dans la mesure du possible. Voilà. Alors, en ce qui concerne le sujet, eh bien, par rapport au sujet, je voulais vous expliquer la notion de questions ouvertes et questions fermées. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mais peut-être ça va en aider certains pour jeudi. Selon la question que vous avez à expliquer, alors soit c'est une citation, on met entre guillemets une citation de l'auteur et on vous dit que pensez-vous de cette citation au regard ou en fonction de votre lecture du roman, par exemple, ou du recueil. Et là, vous allez l'expliquer, la citation, dans votre introduction, c'est très important, en dégager une problématique. Mais si, par exemple, vous avez, je vais vous donner un exemple comme ça, c'est plus clair. Un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur? On peut répondre par oui ou par non. Alors, ça veut dire que c'est une question fermée et que cela va entraîner un plan dialectique, c'est-à-dire le thèse, antithèse, synthèse. Mais si on vous demandait en quoi un personnage de roman doit vivre des passions pour captiver le lecteur, ou pourquoi les héroïnes de tragédie ne sont pas vraisemblables parfois dans leur souffrance. Pourquoi? Eh bien, comme vous allez répondre parce que, on n'est pas dans un plan dialectique, on est dans un plan thématique. Et vous ne faites pas du coup thèse, antithèse et synthèse. Vous allez faire un plan thématique qui dit, elles sont malheureuses en amour, elles sont accablées par le destin, elles ont une vie familiale impossible ou des responsabilités qui les dépassent. Et là, du coup, on a trois parties, trois thèmes possibles que l'on développe. Donc, question ouverte et question fermée. Regardez bien la réponse à la question et puis c'est là que vous allez décider du plan que vous allez faire. Voilà pour ça. Alors, bien sûr, des parties. On est dans une dissertation, donc on fait 3 parties. Vraiment. La dissertation, elle est littéraire. Donc, on fait 3 parties. Mais ça ne suffit pas. On va faire aussi des sous-parties. Dans l'idéal, 3 sous-parties pour chaque partie. Mais sinon, 2 sous-parties pour chaque partie, ça serait bien aussi. C'est possible. Mais en tout cas, des sous-parties, il en faut. Et dites-vous que vous allez développer un exemple par sous-partie. Comme hier dans le commentaire, je vous ai montré qu'on soignait bien les transitions. Là aussi, entre chaque sous-partie, on soigne les transitions. Entre chaque grande partie, on fait le résumé de ce que l'on vient de dire et on annonce ce qui va suivre. Là, c'est la transition entre les parties.
Puisque pour le plan, eh bien, vous allez annoncer que les grandes parties, quand vous commencez votre première partie, vous faites ce qu'on appelle une introduction partielle, eh bien, c'est là que vous annoncez les sous-parties, afin d'être très clair. Vous aurez parfois l'impression de vous répéter, mais si votre dissertation est particulièrement structurée, le lecteur examinateur s'y retrouvera très bien et il appréciera cette structure. Une dissertation, elle n'est pas au fil de vos pensées, vraiment pas. Il faut que vous structuriez votre propos. Pour cela, il faut faire un brouillon, très très important. Vous avez 4 heures pour faire un seul sujet. Donc, utilisez le brouillon. Au brouillon, qu'est-ce qu'on rédige? Le plan, en détail. Pour chaque sous-partie, on met l'exemple que l'on va utiliser. Vous avez appris peut-être des citations par cœur. C'est là qu'il faut les réutiliser. Ou alors, vous savez à peu près resituer un passage. Bon, eh bien, c'est là que vous allez l'utiliser. Mais au brouillon, vous écrivez bien, je cite cet exemple. Comme ça, quand vous allez vous mettre à rédiger, vous serez guidé. Vous n'aurez plus qu'à réfléchir à la structure de vos phrases et à surveiller les fautes d'orthographe. Il faut que tout soit prévu au brouillon, au niveau du plan détaillé. Ce que vous rédigez complètement au brouillon, eh bien, c'est l'introduction et aussi la conclusion. Quand vous avez votre brouillon d'introduction et de conclusion, vous les avez relus, vous êtes prêts, vous avez vu votre plan est détaillé et là, vous pouvez vous mettre vraiment à rédiger. Alors, on va parler de l'introduction. Hier, pour le commentaire composé, je vous ai expliqué qu'on pouvait faire une amorce. Moi, j'aime beaucoup les amorces, comme tous les profs de français. Cependant, pour le commentaire composé, c'est pas vraiment une obligation. On trouve dans de nombreux sujets corrigés dans des annales, eh bien, des commentaires composés qui commencent par ce texte date de, voilà, cet auteur a écrit ce texte en telle année, et on démarre sur la présentation du texte. Pour la dissertation, je ne vous le conseille pas. D'ailleurs, il n'y a pas de présentation de texte. Ne commencez pas directement par le sujet. Faites une belle amorce. J'en profite pour rappeler ce qu'est une amorce. Il y en a, je sais, j'ai vu dans vos questions, il y en avait qui avaient du mal. Une amorce, c'est donc une phrase un peu générale, mais qui aborde quand même le thème ou le siècle ou le mouvement littéraire du sujet de dissertation. Par exemple, si c'est le sujet que je viens de vous donner sur la princesse de Clèves, eh bien, vous pouvez faire une introduction sur le XVIIe, sur le classicisme, sur le fait aussi qu'il y a un arrière-plan historique important dans l'œuvre de Madame de La Fayette et qu'on se retrouve à la cour d'Henri II. Donc, on peut dire qu'au XVIIe siècle, les romans, même s'ils étaient de pure fiction, eh bien, s'appuyaient sur un contexte historique précis. Voilà. Donc, vous pouvez parler de ça, vous pouvez parler du thème, l'amour, la passion. Et puisqu'on est dans le roman, le genre du roman développe particulièrement bien, à partir du XVIIe siècle, eh bien, les dangers de la passion et la vertu aussi. Voilà. Et alors, faites une amorce et vous dites, et plus précisément, dans La Princesse de Clèves, qui a été écrit vous présentez Madame de La Fayette, vous résumez rapidement le contexte de La Princesse de Clèves, et puis vous allez, oui, on peut parler de la vertu, mais tout dépendra du sujet. Alors, je vais y venir. Et puis donc ensuite, vous posez le sujet tel qu'il a été donné, et puis vous le reformulez avec vos propres mots. C'est-à-dire qu'il signifie que, pour bien montrer que vous avez bien compris le sujet. Alors, quand c'est une question simple, là, comme je vous ai donné, un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur? C'est-à-dire que le lecteur sera captivé, attiré, intéressé uniquement par des personnages de roman qui vivent des passions, ou alors, justement, il pourra aussi être intéressé par des personnages de roman beaucoup plus banals, sortis du quotidien, comme on peut trouver dans le réalisme du 19e. Voilà. Donc en fait, vous montrez que vous avez bien compris ce que le sujet signifie. En général, quand vous le reformulez, eh bien, en fait, c'est une problématique que vous allez dégager. Et vous allez comprendre ce que vous devez montrer dans le devoir. Et après, vous dites « pour cela », et vous annoncez votre plan en 3 parties. Voilà. Alors, pour la question que vous m'aviez posée,
peut-on parler de la vertu? C'est difficile de répondre par oui ou par non comme ça, tout dépend du sujet. Dans celui-ci, un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur? On va en parler dans la notion de lutter contre ses passions et vouloir se mettre du côté de la raison. Voilà. Mais c'est pas simplement ce thème-là de la vertu. Ou alors, dans le sujet, il y a vraiment la vertu aussi qui est abordée. Pour éviter le hors-sujet, c'est ce que vous m'avez demandé, eh bien, fiez-vous bien au sujet. Analysez tous les termes du sujet. Ici, personnage de roman, ça va, c'est clair. Vivre des passions, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit que de la passion amoureuse ou est-ce qu'on élargit à toutes les passions qui peuvent être aussi des passions pour le jeu, des passions des passions, on parle des passions dévastatrices aussi. Pour captiver le lecteur, captiver, qu'est-ce que ça veut dire? Captif. Quand on est captif, on est victime. On est tenu sous la pression de quelque chose. Eh bien, pour que le personnage de roman, eh bien, vous captive, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de poser le livre, vous en tant que lecteur, est-ce qu'il doit absolument vivre des passions? Voilà. Et vous expliquez bien tous les mots du sujet. Ici, ils sont vraiment faciles, mais parfois, ils demandent, on a envie que vous expliquiez ce qu'il veut dire. Voilà. Non, on ne peut pas faire 2 parties pour la dissertation. C'est vraiment pas recommandé. Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un sujet littéraire. Si on peut faire un plan, donc en 2 parties pour le commentaire, pas pour la dissertation. Voilà. Alors, je répète le sujet, parce que je vois qu'il y en a qui arrivent après, et puis je vais vous donner le plan. Et après, on vous poserait des questions surtout de méthode, parce qu'en fait, peu importe celui-ci qui est déjà tombé, c'est un sujet d'annales. Un personnage de roman doit-il vivre des passions pour captiver le lecteur? Vous répondrez à la question en vous appuyant sur le roman de Madame de Lafayette intitulé La princesse de Clèves, sur les textes du parcours associé que vous avez étudié en classe, ainsi que sur vos lectures personnelles, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut vraiment avoir quand même beaucoup d'exemples à apporter. Voilà. Alors, pour ce devoir, eh bien, vous pourriez dire que certes, le personnage de roman passionné captive le lecteur. On aime que le personnage de roman soit justement un être passionné, qu'il soit exceptionnel et qu'il ait différentes formes de passion. Mais ensuite, on va nuancer, ça serait l'antithèse. Mais le lecteur peut également s'intéresser à d'autres types de personnages quand ils sont beaucoup plus banals, quand ils relèvent du quotidien, parce que l'on peut s'identifier. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à la princesse de Clèves, mais c'est difficile. Hein, il faut déjà faire partie de la noblesse au XVIIe siècle, être invité à des bals, etc. Donc quand on le lit de nos jours, on s'identifie un petit peu moins. On peut s'identifier avec elle pour la vertu, par exemple, oui. Mais sinon, après, au XIXe siècle, on arrive sur le réalisme et on a des personnages qui sont beaucoup plus conformes à la réalité. Et l'identification, alors, est beaucoup plus facile. Donc, parce que les personnages sont assez banals, du quotidien, ils peuvent nous ressembler. Mais aussi, on peut également s'y intéresser parce que justement, ils résistent à leur passion, ils luttent contre leur passion. Et là, on donne l'exemple bien sûr de la princesse de Clèves et de sa vertu et du fait qu'elle arrive à surmonter son désir pour le duc de Nemours et qu'elle reste fidèle aussi au conseil de sa mère. Donc on peut les admirer parce qu'ils luttent contre leur passion, parce qu'ils arrivent à ne pas se laisser déborder. Et enfin, parce que la 3e partie en dissertation, elle est quand même très importante parce qu'il faut dépasser le débat qui est posé. Et donc, vous allez parler là du lecteur, mais le lecteur est libre aussi, plus que captif. Et il peut justement choisir quel personnage il a envie de suivre, quelles lectures vont l'intéresser. Donc, il peut vouloir s'identifier à des personnages plus proches de lui, parce qu'il y a un danger à s'identifier aux personnages trop passionnés. Et là, on a des exemples de littérature. Emma Bovary est malheureuse toute sa vie parce que justement, elle a beaucoup lu et qu'elle rêve d'aller dans un bal au château de la Vaubyessard alors qu'elle va avoir une vie assez banale dans une petite ville de province avec un médecin, son mari, mais qui n'est pas brillant,
qui ne l'emmène pas en voyage et qui ne la fait pas rêver. Et elle ne pourra pas s'habituer à ce quotidien. Et donc, elle va vraiment s'ennuyer, déprimer, et ça la conduira à sa perte. Dans Une vie de Maupassant, Jeanne aussi a trop lu de romans d'amour, justement, avec des hommes merveilleux qui ressemblent à des princes charmants. Et la déception est grande quand Julien, donc son mari, eh bien, se dévoile sous son vrai jour, rapidement, juste après leur voyage de noces. Il est radin, il aime travailler la terre, il est tous les jours habillé en vêtements de paysan, et puis il ne s'intéresse plus à sa femme, il la trompe aussi. Voilà. Bon, vous connaissez peut-être Une vie de Maupassant. Cette pauvre Jeanne, eh bien, va de désillusion en désillusion. Et ça, c'est le risque d'avoir été des lecteurs trop passionnés, trop attirés par des personnages passionnés. Parce que finalement, si on s'identifie à eux, on court le risque d'être très déçu dans la réalité. Donc voilà, cette partie sur le lecteur. Et enfin, il est libre, le lecteur, de s'intéresser aussi à d'autres éléments que des personnages. Il y a tout le contexte spatio-temporel qui est important. On peut aimer par exemple La Princesse de Clèves parce qu'on aime l'histoire du XVIIe siècle. On peut s'intéresser à l'intrigue ou alors à l'écriture davantage. Voilà, et là on pense plus aux nouveaux romans avec les particularités d'écriture, par exemple de Sarraute ou de Robbe-Grillet, et qui vont captiver là aussi le lecteur, mais pas à travers les personnages, qui sont justement très très différents. Et j'en ferai une vidéo sur les personnages du nouveau roman. Voilà. En conclusion, on récapitule tout ce que l'on a dit. Donc on fait un bilan. Certes, nous avons montré que le personnage de roman passionné captive le lecteur, pourtant, et on énonce comme ça ces 3 parties qu'on peut reformuler d'une autre façon. Et puis, alors, il y a cette fameuse ouverture. Difficile de faire une ouverture quand c'est une dissertation sur œuvre. Quand même, peut-être comparer justement ici avec la princesse de Montpensier qui, elle, cède à sa passion, ou faites une ouverture sur d'autres personnages ou sur d'autres intérêts que le lecteur peut avoir. Et peut-être aussi sur la vision du lecteur moderne de nos jours. Voilà. Donc, j'espère que ces petites explications autour de la dissertation, à la fois autour de la méthode, et puis j'ai pris un petit peu comme support La Princesse de Clèves, vous aura aidé. Pour Alcool d'Apollinaire. Alors, pour Alcool, forcément, la dissertation, elle va porter sur la modernité poétique. Apollinaire se sert d'un héritage culturel, littéraire, de l'Antiquité, mais ensuite, il explore la modernité poétique. Il va vraiment, ça c'est le parcours associé, la modernité poétique. Quand justement, on a Baudelaire avec l'alchimie poétique, la boue et l'or, forcément, on a des sujets horribles, triviaux, vulgaires, qui vont être transcendés, transformés par la beauté de la poésie, et on en fait quelque chose de beau. Donc, c'est surtout autour du parcours associé que vous allez toujours trouver la problématique de la dissertation sur œuvre. Voilà. Alors, pour ne pas surinterpréter, vous ne pouvez pas tellement surinterpréter, vous n'êtes pas dans une analyse de texte là, vous prenez des exemples ou des citations qui illustrent vos arguments. Donc, il n'y a pas trop le risque de surinterpréter pour un sujet de dissertation. Le risque, c'est de passer à côté du sujet. Donc de faire hors sujet. Mais à ce moment-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffit de bien analyser tous les termes du sujet, de relire le sujet souvent. Chaque fois, on est sur son brouillon et on y revient et on dit, est-ce que je suis bien dans mon sujet? Voilà. Et quand on fait la conclusion, voir si on a bien répondu à la question aussi. Oui, une ouverture dans la conclusion, non, pas dans les parties. Dans les parties, à la fin des parties, on fait des transitions partielles et entre les grandes parties, de vraies transitions. Voilà. Non, très bonne question. On ne peut pas s'appuyer sur des œuvres de théâtre si on tombe sur une dissertation sur le roman. S'il vous plaît, restez bien dans votre objet d'étude. C'est une très bonne question, ça. Vraiment. Vous avez le droit d'aller puiser des exemples dans tout ce que vous avez lu, dans différents siècles
oui, mais vous restez sur le roman, quand c'est un sujet sur le roman. Et vous restez sur le théâtre quand c'est un sujet sur le théâtre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Peut-on parler dans les parties... Ah, j'ai pas vu. Doit-on présenter l'œuvre et l'auteur dans l'intro? Oui, tout ça, je l'ai dit déjà. Oui, on le fait. Voilà. Si vous tombez sur les lettres persanes, on pose les lettres persanes, eh bien là, c'est le regard éloigné. Quel est l'intérêt d'apporter un regard éloigné ou d'avoir un personnage curieux de tout? En fait, ça permet une critique sociale, d'échapper à la censure et de voir l'autre différemment. Et là aussi, reportez-vous au parcours associé et vous aurez vraiment des pistes. Et en fait, la problématique vous sera guidée, elle sera soufflée par le parcours associé, forcément. Ah, vous me demandez sur chaque œuvre. Je ne peux pas vous faire une dissertation sur toutes les œuvres qui sont au programme, mais j'espère que vous l'avez fait dans l'année. Vous pouvez bien sûr vous appuyer, comme je vous l'ai dit hier, sur des annales. Et donc, les annales proposent beaucoup de sujets avec des corrections. Et vous voyez au moins les parties que l'on propose. Alors, pour les STMG, c'est demain, parce que justement, ils n'ont pas de dissertation. Hein, les STMG ont commentaires composés, ça j'en ai parlé hier. Et ensuite, un résumé, contraction, suivi d'un essai. Et ça, je vous en parle un petit peu demain, rien que pour vous, les STMG, ST2S, STL, STAV. Toutes les séries technologiques. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui insiste à me demander la synthèse. Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a pas de synthèse dans une dissertation. Là, moi, j'enseigne aussi en BTS. Et la synthèse, c'est un sujet écrit de BTS. Il n'y a pas de synthèse dans la dissertation. Voilà, non. Merci, j'espère vous aider, c'est mon but avec toutes les petites vidéos et avec ces lives, parce que là, vous êtes sur la dernière ligne droite. Voilà. Une bonne note. Pour moi, 19, 20. Moi, je vais très haut quand la dissertation est vraiment soignée, réfléchie, avec beaucoup d'exemples. Et ne vous inquiétez pas, parce que on nous a quand même demandé, lors des réunions de professeurs qui allaient être examinateurs, eh bien, on nous a quand même demandé d'être bienveillants. Donc, essayez vraiment de donner le maximum, de montrer que vous avez lu, et puis vous verrez que normalement, vous aurez la moyenne. Ah, pardon, on m'a répondu la synthèse. Ah oui, thèse, antithèse, synthèse, oui. Alors, j'aime pas dire synthèse, je dis le dépassement du sujet, l'ouverture du sujet, et là on a parlé justement du rôle du lecteur. Quand vous avez un sujet sur la poésie, forcément ça sera la transcendance poétique, ça sera le rôle de la poésie, toujours. Voilà. Alors, quels objets d'études vont tomber d'après vous? D'après moi, tous. Puisqu'il va y avoir 5 sujets à l'écrit, je suis sûre qu'il y aura les 4 objets d'études, plus un qui sera à nouveau repris. Parce que, je le répète, cette année est spéciale et on vous a doublé en quelque sorte les sujets. Dans un sujet bac normal, on a un commentaire et 2 dissertations et vous prenez le sujet que vous préférez. Mais cette année, vous aurez 2 sujets de commentaires, 3 sujets de dissertation. Et oui, ça fait 5, cette année uniquement. Mais bien sûr, vous n'en prenez qu'un. Voilà. Vous ne faites pas tout. Et puis, vous verrez que je pense que tous les objets d'études seront couverts afin de permettre à chacun d'entre vous, même si vous n'avez pas eu des cours toute l'année, même si vous avez manqué, que vous avez été malade ou que le professeur a été absent, vous pourrez travailler parce que effectivement, tous les objets d'études vont tomber. Voilà. Après, quel sujet exactement, je ne sais pas. Mais vraiment, on tourne toujours autour des parcours associés. La boue et l'or, donc la transcendance pour Baudelaire, la modernité poétique pour Apollinaire. Pour les contemplations, vous m'avez posé la question, eh bien à ce moment-là, c'est sur Mémoire d'une âme, le lyrisme, parler de soi dans la poésie, voilà, la souffrance à travers la poésie, puisque quand on a lu les contemplations. Puis pour le roman, ben voilà, individu moral et société quand on est sur la princesse de Clèves, l'ambition aussi quand on est sur le rouge et le noir, le regard éloigné pour les lettres persanes. Voilà,
Oui, ben j'imagine, mais je vous souhaite vraiment de bonnes... Alors, les fables, eh bien, c'est imagination et pensée. Et c'est toujours comment la fable arrive à divertir, mais aussi à vous apprendre quelque chose, à enseigner. Et les sujets de dissertation, ça sera souvent, est-ce que c'est mieux de lire un essai qu'une fable? Ben, en fait, vous avez la réponse dans le pouvoir des fables, puisque La Fontaine dit justement, si Podane m'était conté, mais moi j'écouterais beaucoup mieux. Dans le pouvoir des fables, c'est l'histoire d'un homme politique qui essaye de sensibiliser la foule dans l'Antiquité athénienne, et puis les gens ne l'écoutent pas. Et là, alors, d'un coup, il se met à raconter une histoire, et là, il a l'attention de tout le monde. Ça montre que quand on nous raconte des histoires, eh bien, le message passe beaucoup plus. C'est pour montrer l'efficacité de l'apologue, donc, et puis des fables qui délivrent une morale, mais qui divertissent en même temps. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre en s'amusant, en fait. C'est ce que vous dit La Fontaine au XVIIe. Voilà. Alors, je vous souhaite le meilleur. Révisez bien, bien. Et je vous embrasse. Et suivez mes vidéos et j'espère qu'elles vous aideront encore longtemps. À bientôt!